Donc je m'appelle Harry Galen, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il y a des gens qui reviennent à toutes les conférences. Donc je pratique, alors je vais pas me présenter, je vais pas vous faire la totale, hein, je vais juste vous dire les outils principaux dont je me sers. Après, si vous voulez avoir plus de renseignements sur moi, vous allez sur YouTube, vous tapez Harry Galen et vous avez toutes les conférences précédentes qui sont mises en ligne. Voilà. Donc je pratique le coaching de vie, la stratégie comportementale, la naturologie et le décodage verbal et beaucoup d'autres outils. Je suis cherchant en neurosciences, en épigénétique, en approche quantique et vibratoire et je suis aussi expert en nutrition parce que je suis un ancien sportif de haut niveau dans le domaine du judo. D'accord ? Voilà, et puis beaucoup d'autres outils physiologiques et j'ai étudié la naturologie. La naturologie est différente de la naturopathie. Tu peux fermer la porte. Merci. Et la naturologie, donc comme je vous dis, c'est totalement différent. La naturologie est vraiment dans la prévention de l'être, dans toutes les strates dont nous sommes composés, aussi bien au niveau physique, au niveau mental qu'au niveau spirituel. Voilà. Alors, je vous donne ma définition du spirituel, hein, qui n'est pas la définition commune. La spiritualité, dans ma spécialité, c'est un état. Hein, on est dans un état spirituel et pas dans des actions spirituelles. C'est-à-dire, vous avez des gens, à notre époque, surtout dans le New Age, alors ce n'est pas une critique, hein, c'est parce que c'est comme ça, vous avez des gens, ils méditent, ils font plein de choses, ce qui est très louable, et après ils ont des comportements de vie qui sont un peu limites. Voilà. Donc, dans la démarche naturologique, la spiritualité, c'est un état. On est spirituel de quand on se lève le matin et de quand on se couche le soir. D'accord ? Voilà. Juste petite précision. Après, les outils en plus, c'est bien, hein, mais c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est une quintessence, c'est un état, c'est une façon d'être. Voilà. Donc, ceci étant précisé, ce soir, on va étudier le domaine de la communication. Alors, la communication est très vaste. Hein, pour la définir, la communication, c'est ce qui permet de relier les êtres entre eux. Voilà, c'est la définition que vous avez dans les dictionnaires. Mais après, il y a la communication adaptée et la communication inadaptée. Donc ce soir, je vais vous lister d'abord les problématiques qui sont liées à une communication inadaptée et après, je vous donnerai quelques outils pour que vous puissiez avoir une communication qui est un petit peu plus adaptée. Voilà. Alors, la communication, elle est dans tous les domaines de la vie, hein, aussi bien dans le travail, dans les relations amoureuses, dans les associations, tout ce qui sert à lier deux êtres un à l'autre. Voilà. Donc, en première instance, je vais vous expliquer quelque chose et vous allez voir pourquoi. D'accord ? Cherchant en neurosciences, les neurosciences ont mis à jour le fait suivant, c'est qu'une différence de concept entre deux êtres peut déclencher le cerveau reptilien. Alors, pour vous spécifier ce qu'est le cerveau reptilien, c'est celui qui nous maintient en vie. C'est celui qui est là depuis que l'homme est sur Terre, le cerveau reptilien, pour vous maintenir en vie, a 3 stratégies. La première stratégie, c'est la fuite. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hop, vous avez un lion, vous courez. La deuxième stratégie, que vous retrouvez aussi chez les mammifères, hors l'être humain, c'est faire le mort. Ce qui est apparenté chez nous, par exemple, quand vous avez un différend avec quelqu'un, vous avez des personnes qui se mettent dans le mutisme le plus complet. D'accord ? Vous ne tirez plus rien. Ni elle bouge, ni elle parle, il n'y a plus de réaction. Voilà. Ben ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, c'est celle que l'on retrouve le plus souvent, c'est l'agression. D'accord ? Voilà. Donc, quand il y a une différence de concept entre deux personnes, alors ce que j'appelle concept à définir, c'est une différence d'idées, une différence de croyance,
voilà, c'est tout ce qui diffère d'un être à un autre, eh bien, ça peut déclencher votre cerveau reptilien, et de là, vous allez adopter une des 3 stratégies. Et de ce fait, la communication, le dialogue, il est rompu. D'accord ? Voilà. Donc, ce soir, pour bien que vos cerveaux reptiliens restent tranquilles, je vais juste vous dire que je suis là pour vous informer, et en aucun cas pour que vous adhériez à ce que je vais vous dire. Hein ? Ce soir, je suis juste là pour l'information, donc que vos cerveaux reptiliens soient tranquilles. Je ne vais pas chercher à vous agresser par quelque concept que ce soit. D'accord ? Voilà. Là, je vous parle à vous, mais je parle surtout à votre cerveau reptilien. Alors, pourquoi je fais cette démarche-là ? Je vais vous l'expliquer très simplement. Parce que votre inconscient, lui, il va entendre ce que je viens de vous dire. Votre cerveau conscient, lui, le mentalise, il le cérébralise. D'accord ? Ça veut dire que ça va dans votre compréhension directe maintenant. Mais ce qui déclenche le plus souvent le cerveau reptilien, c'est justement la différence qu'il va y avoir entre mes propos et les références qui sont détenues dans votre cerveau inconscient, c'est-à-dire dans votre cerveau automatique. C'est le nom qu'on lui donne en neurosciences, le cerveau inconscient et le cerveau automatique. Et le cerveau conscient, on l'appelle le cerveau analytique. D'accord ? Voilà. Donc votre cerveau inconscient et votre reptilien, là, il est averti qu'il n'a pas à se mettre en marche. Donc on va passer une soirée très très tranquille. Voilà. Donc, accordez beaucoup d'importance à ça parce que il y a sous-jacent à ceci ce que l'on appelle la conception de la différence. On ne peut pas discuter avec quelqu'un de manière adaptée si on ne conçoit pas la différence. Alors je vais vous expliquer ce que c'est la conception de la différence. Quand on discute avec quelqu'un, sur quelque domaine que ce soit, il est important de se dire en première instance que la personne que l'on a en face ou les personnes que l'on a en face ont des conceptions différentes de la nôtre. Ce qui revient à dire, et ce que vous avez entendu souvent, c'est qu'on a chacun notre vérité. Mais personne ne détient la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité, personne ne sait ce qu'elle est puisqu'on a chacun la sienne. Mais par contre, pour chaque individu, sa vérité est la vérité. Et c'est de là où il en découle souvent des problématiques entre les égaux. D'accord ? Moi, j'ai ma vérité, je veux la mettre dans la tête de l'autre. Forcément, l'autre, il se sent agressé, le cerveau reptilien, il se déclenche. Il y a hostilité, et là, il n'y a plus moyen de comprendre quoi que ce soit. Alors, je vais vous expliquer quand même, ça c'est un petit peu de physiologie, mais c'est important à savoir ce que le cerveau reptilien met en place et pourquoi ça vous empêche de comprendre et de discuter une fois qu'il est en marche. Le cerveau reptilien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une fonction, c'est de vous maintenir en vie. Et pour ça, il déclenche dans votre corps tout un programme de déclenchements hormonaux afin de multiplier vos capacités. Donc, votre corps va fournir dans une quantité énorme du cortisol qui va déclencher d'autres réactions hormonales qui vont faire que vous allez avoir une tension musculaire plus importante, vous allez avoir un rythme cardiaque plus élevé, d'accord ? Vous allez être prêt à bondir. C'est toute la schématique. Bon, ça c'est simplifié, hein, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est toute la schématique et c'est de ce fait-là, le cerveau reptilien coupe toute communication avec toutes les autres parties du cerveau. Lui, son but, c'est de vous maintenir en vie, de vous donner la force maximale, de vous donner l'impulsion maximale pour que vous puissiez vous sauver de l'agression. Donc, en partant de là, il n'y a plus compréhension de quoi que ce soit. Suis-je clair ? Tout le monde suit. Bon, c'est très bien. Voilà. Donc, gardez en tête que si le reptilien se déclenche, la communication, elle est terminée. Voilà. Pour toutes ces raisons-là.
Ensuite, il y a un autre paramètre qui peut déclencher le cerveau reptilien, c'est l'ego. Hein. L'ego dans la discussion, dans les problématiques de communication, c'est un des paramètres les plus importants. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est moi j'ai la vérité, vous avez la vôtre, elle est différente, donc on rentre en conflit. Donc la solution à l'ego, c'est toujours pareil, c'est pour ça que je reviens à ça, hein, c'est de vous dire, la personne que j'ai en face, elle est différente. Donc comme elle est différente, elle a une vérité différente, et je l'accepte. Ce qui ne vous empêche pas de verbaliser vos besoins. Alors, en communication adaptée, par exemple, je vous donne, à chaque fois, je vais vous donner une image ou un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, je parle à Anne. Voilà. Donc, je vais conscientiser la différence de cette manière-là. C'est un petit exercice à faire avant toute discussion, jusqu'à ce que ça crée un réseau neuronal dans votre cerveau et que ça se fasse automatiquement. Au début, il faut y penser, après, ça va se faire automatique. Voilà. Donc, je vais parler avec Anne, je sais qu'elle est différente de moi, je sais qu'elle a des conceptions différentes de moi, donc j'accepte ces conceptions, ce qui ne m'empêche pas de lui dire mes besoins. Je vais lui dire, voilà, Anne, j'ai besoin, par exemple, d'être tranquille, donc il faudrait faire un petit peu moins de bruit, mais je ne lui dis pas qu'elle fasse moins de bruit. Je lui exprime simplement mon besoin. Et la personne qui est en face, elle ne se sent pas agressée. Si je lui dis, Anne, tu serais même de manière agréable, je lui dis, tiens, tu serais sympa de faire moins de bruit, elle peut le prendre d'une autre manière suivant son état. Et de là, elle va rentrer en conflit. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui m'ennuie, je ne fais pas de bruit, machin, et puis bon, après, je ne vous fais pas le cinéma qu'il y a derrière. Hein, voilà. Donc, il est toujours important de verbaliser ses besoins, sans mettre l'autre en exergue. D'accord ? C'est-à-dire, vous pouvez exprimer à l'autre tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous ne le mettez pas en jeu, et surtout à partir du moment où vous ne le rendez pas responsable de votre mal-être, ou de votre problématique, ou de votre concept. C'est clair là aussi ? Voilà. Donc, quand je coach en entreprise, par exemple, et qu'il y a une vingtaine de personnes autour de la table, je fais en sorte que tout le monde puisse exprimer son besoin dans l'entreprise sans faire retomber la responsabilité ou l'erreur sur les autres participants. Parce que, après, couplé à ceci, à la différence, il y a les ressources de chacun. Et les ressources de chacun, c'est ce qui... Alors, dans les ressources, c'est inclus les croyances, nos concepts, notre formatage familial, sociétal, ce que l'on appelle nos croyances. Et on a tous des croyances limitantes. Alors, ce qu'on définit par une croyance limitante, c'est quelque chose auquel vous croyez, c'est vos concepts qui vous empêchent d'avancer parce qu'il est inadapté. Et quand vous avez 20 personnes, eh bien, vous avez 20 personnes différentes, avec 20 croyances différentes. C'est faramineux. Imaginez-vous que chacun veuille imposer sa vérité, et ça finit par un match de boxe dans la salle. Hein. Donc si on ne met pas un système en place pour que chacun comprenne qu'il y a des concepts différents autour de la table, et qu'on n'est pas là pour imposer ces concepts à l'autre, mais juste pour exprimer ses besoins, que ce soit des besoins dans l'entreprise, ou que ce soit des besoins personnels dans la relation de couple, ou que ce soit X besoins dans X domaine, il est bien important de conscientiser ça. Est-ce bien clair jusque-là ? Voilà. À chaque fois, je vous demande, parce que c'est vrai que c'est un sujet, la communication, qui est un petit peu ardu, et si on perd le fil, après, on a du mal à s'y retrouver. Voilà. Donc, il y a aussi le fait d'être cohérent. Et c'est le malaise que l'on retrouve le plus dans notre société. Notre société prône et induit l'incohérence à tous les niveaux. C'est-à-dire, je dis quelque chose et je fais son contraire. Comment voulez-vous que la personne qui soit en face vous comprenne si vous-même vous êtes incohérent ? Donc, c'est vrai que dans les coachings que je fais, un des axes de travail, c'est la cohérence. Alors, pour vous repérer dans la cohérence, c'est très facile.
C'est très difficile à mettre en place, il faut vraiment du travail, mais c'est très facile à comprendre, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Eh bien, essayez de le faire et vous verrez que bien souvent, ça cadre pas, hein, d'accord? Et ça, moi, j'ai des personnes que je suis depuis longtemps et qui étaient vraiment très incohérentes, et au fur et à mesure où elles réintègrent un peu de cohérence, eh bien, leur vie change en plus. Parce que, imaginez-vous que dans une discussion ou dans un objectif que vous voulez atteindre, vous posez des actes qui sont incohérents, donc c'est-à-dire que vous allez poser un acte qui va être incohérent par rapport à l'objectif que vous visez, eh bien, vous pouvez en poser des actes, hein, et l'objectif, vous le verrez, mais vous n'y arriverez jamais. Donc il y a un des principes de base, c'est que toujours être le plus cohérent possible. Et ça va se retrouver dans la communication. Je vais vous donner un exemple que je donne toujours et qui est un petit peu bateau, mais c'est pour bien expliciter la chose. Si, je prends Anne parce que je la connais. C'est combat et rêver. Voilà. Donc, si Anne m'invite à dîner et que je lui dis par exemple, j'ai horreur des millefeuilles, et que le soir où elle m'invite, je vais chez elle avec un carton de gâteau et où il n'y a que des millefeuilles, la communication, elle va être réduite, hein, d'accord, dans son cerveau. Parce que ce qu'il faut aussi bien conscientiser, c'est que nous, c'est vrai, on fait pas, on le ressent pas, sauf quand on est habitué, mais votre cerveau, de cerveau à cerveau, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et on sent les gens quand ils sont incohérents. Et si vous vous exercez un petit peu, vous verrez que quand vous avez affaire à quelqu'un d'incohérent, vous allez être gêné. Parce que vous n'allez pas savoir quoi lui dire exactement. Parce que dans vos références qui se trouvent dans votre cerveau inconscient, il va y avoir cette référence à son incohérence. Et votre communication, elle va être un petit peu incohérente. Et de ce fait, la compréhension qu'il va y avoir entre les deux êtres ou les 20 personnes, alors c'est encore pire, ça va être très 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 difficile. D'accord ? Après, je vais vous prendre un exemple aussi que je retrouve souvent en consulte, c'est dans les couples. Dans les couples, la communication, elle fait souvent défaut. Pourquoi ? C'est un des autres paramètres qu'il faut bien conscientiser pour avoir une communication adaptée, c'est de penser que l'autre, il pense exactement ce que j'étais en train de penser. Voilà. Et vous retrouvez ça vraiment dans les consultes, parce que des fois on me dit « Ah, mais je ne lui ai pas dit parce que je pense qu'il savait, ou je pense qu'il pensait la même chose que moi. » Et là, on en revient toujours à la différence. Même si vous êtes avec quelqu'un depuis, je vais dire 50 ans, c'est quand même un être différent de vous, même si vous pensez le connaître. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une synchronicité un petit peu plus élevée. Des ressentis, vous allez sentir quand l'autre il a envie de quelque chose, d'accord ? Vous allez ressentir son humeur, mais vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il a dans la tête, même si ça fait 50 ans que vous êtes avec. Donc il est toujours très utile, là aussi avec votre partenaire, de conscientiser la différence, de lui exprimer vos besoins, tout le temps. Dans les relations de couple, on ne parle pas assez à notre époque. Enfin, on parle beaucoup, mais pas des bonnes choses. D'accord ? On va parler de l'autre, toujours de l'autre, hein, souvent de l'autre. On va parler de lui, on va parler, je sais pas, de l'état politique, on va parler du sport, du football, j'en sais rien moi, de tout ce que vous voulez. Mais de ses besoins, ça va faire défaut. Et surtout, ce qui fait vraiment défaut, c'est qu'on va croire que l'autre, il sait ce dont on a besoin. Je vais vous raconter une petite histoire, parce que je suis un raconteur d'histoire, je suis aussi spécialiste dans les contes et les mythes. Donc ça déteint sur ma manière de concevoir les choses. Je vais raconter juste cette petite histoire. Il y a quelques années, un couple est venu me voir avec une problématique, c'est qu'ils ne partageaient pas la même passion. Le mari était un passionné de bateau, donc tous les dimanches il allait faire du bateau, et sa dame, sa compagne, elle ne montait pas sur le bateau. Et tous les dimanches, et même parfois le week-end, lui il partait en bateau, et elle vaquait à d'autres occupations, mais toujours séparées.
Et ils ont, en 25 ans de compagnonnage, ils n'ont jamais partagé cette passion. Et ils sont venus à ma consultation, et puis, chemin faisant, discussion, parce qu'ils étaient tous les deux, donc ce qui est très intéressant quand il y a une problématique de couple, ben, le monsieur, il m'a gentiment dit, eh ben, bon, je lui ai parlé de tout ça, hein, il m'a gentiment dit que pour lui, sa femme n'aimait pas le bateau. Il me le dit devant, et il y avait sa femme à côté de lui. Sa femme, outrée, elle se retourne, elle me dit, mais d'où tu tiens ça, que j'aime pas le bateau? Eh ben, le mari un petit peu gêné, d'accord, mais, je sais pas, mais tu aimes pas le bateau. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Mais oui, j'aime le bateau. Bon, je vous la fais très courte, hein, l'histoire, parce que ça peut durer très long. Eh bien, de ce jour-là, ils sont partis en bateau ensemble. Mais en attendant, il s'est passé 25 ans, hein, où ils n'ont pas fait de bateau ensemble. Donc, c'est vrai que c'est un gros exemple, mais je vous garantis qu'il est réel, et ça s'est passé comme ça. Parce qu'il n'y a pas la communication qu'il faut. Le mari, lui, il s'est dit, bon, moi, je sais que ma femme, elle n'aime pas le bateau. Peut-être que la femme, elle a peut-être dit quelque chose un jour qui a fait penser au mari que. Mais quelle est la meilleure communication adaptée que de dire, alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ça, chérie, est-ce que tu voudrais bien faire du bateau, ou est-ce que le bateau te passionne, ou est-ce que tu aimerais que je t'amène en bateau? Ben ça, pendant 25 ans, il n'y a jamais dit. Il lui a dit ce jour-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la non-expression de ses besoins et la communication inadaptée. Quoi que vous pensiez, et ça c'est vraiment, vous savez, c'est le retour de 30 ans de consultation, donc je vous le dis, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que j'en ai trop vu. Quoi que vous pensiez, quelque certitude que vous ayez, exprimez toujours votre besoin à l'autre. Alors c'est valable aussi bien pour votre partenaire, c'est valable aussi pour votre enfant, mais c'est valable aussi dans votre travail. Moi, j'interviens en entreprise, et combien de fois on me dit, que ce soit entre deux collaborateurs ou que ça, mais personne a verbalisé ses besoins, autant dans un sens que dans l'autre. Donc il naît une incompréhension, et cette incompréhension, elle peut durer tant qu'il n'y a pas verbalisation du besoin. D'accord? Donc je vous invite, pas à déjeuner, mais je vous invite à prendre conscience qu'il est toujours utile, quelque certitude que vous ayez, de communiquer vos besoins. Et vous allez voir que votre vie va changer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vos besoins, c'est pas dire à l'autre, fais ce que je te dis. Hein. Je le précise aussi parce que des fois, on me le retourne. C'est pas ça. Exprimer son besoin, c'est dire à l'autre, par exemple, voilà, j'ai besoin de sortir un peu plus souvent. Vous exprimez votre besoin sans dire à l'autre, déjà qui doit vous sortir, sans dire à l'autre non plus que c'est sa faute, et sans dire à l'autre, voilà, c'est juste exprimer son besoin. Et comme la personne que vous avez en face, elle est votre égale, ça c'est important aussi de conscientiser que entre deux êtres, on est tous égaux. Alors c'est pas l'égalité de la société que j'entends par là. Hein. C'est deux êtres égaux, on a la même valeur. Du moment qu'on est des êtres nés, on a la même valeur. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. Donc on est tous égaux, et de ce fait, vous pouvez verbaliser vos besoins, et l'autre, s'il a la possibilité ou l'envie de vous aider à le réaliser, il va le faire. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les relations de couple inadaptées, c'est qu'il y en a un qui prend, alors je vais rester très souple, il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre, d'accord, qui va toujours dire, bon, fais ci, fais ça. Ça, c'est pas une relation de couple. Hein. Au mieux, c'est du maternage, et au pire, c'est de la manipulation. D'accord? Dans un couple, on est d'égal à égal, j'exprime mon besoin, on le réalise à deux si l'autre il a envie de vous aider à le réaliser, ou s'il veut participer, mais c'est son propre choix, c'est son libre choix, comme on dit, voilà. Et c'est tout. Et en aucun cas, on rend responsable de l'autre de ce qui vous arrive, parce que là, vous déclenchez à coup sûr le reptilien. D'accord? Même dans une séparation où vous avez l'impression que c'est l'autre qui a fauté, par exemple,
eh bien, la responsabilité, elle est toujours aux deux. Parce que si l'autre il a fauté, c'est bien pour une raison. Alors c'est sûr que son personnel, eh bien, des fois, il ne veut pas admettre parce que plein de choses, mais quand vous prenez l'histoire de la relation, et je fais ça tous les jours, eh bien, vous apercevez que le comportement de un a incité le comportement de l'autre. Hein, il y a jamais, on n'est jamais responsable à 100%. Hein, c'est toujours la responsabilité partagée, quel que soit le contexte où la finalité arrive. Hein, d'accord ? Parce qu'une finalité, c'est toujours le résultat d'une stratégie qui se met en place au long du temps. Hein, là aussi, c'est sujet clair. Bon, ça va, bon. C'est merveilleux. Ensuite, il y a... Alors, au-delà de tout ça, là, on est dans le monde de la matière. Tout ce que je vous ai dit là, en quelque sorte, c'est le monde de la matière. Et comme je suis formé à beaucoup d'autres choses, je vais vous informer sur une autre strate de la communication. Celle-là, je ne vous demande pas d'y adhérer, hein. Surtout pas. C'est une information que je vous donne. Il serait bon que même si vous êtes en accord avec, de faire vos propres recherches et vos propres expérimentations sur le sujet, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on peut valider un concept par sa propre expérience. Alors, avant de rentrer dans l'autre strate, je vais vous donner le schéma de l'évolution de l'être. Alors, pas de l'évolution physique, hein, de l'évolution. Comment un être évolue? Alors, un être évolue d'une seule et unique manière. Même s'il y a plusieurs façons de le voir, la manière, elle est générale. C'est-à-dire, vous allez poser un acte, quel qu'il soit et dans quelque domaine que ce soit. Vous allez poser un acte. De cet acte, il va engendrer une expérimentation, d'accord? De cette expérimentation, il va en découler des ressources nouvelles, d'accord? Vous aviez des ressources avant l'acte et l'expérimentation, donc vous allez être doté de nouvelles ressources, et ces nouvelles ressources vont donner un nouveau niveau de conscience, c'est-à-dire une nouvelle compréhension des choses, c'est ce qu'on définit par niveau de conscience. Hein, voilà. Et de ce niveau de conscience, eh bien, avec ce nouveau niveau de conscience, vous allez poser de nouveaux actes qui vont engendrer une nouvelle expérimentation, et voilà. Et c'est une chenille. Alors, ce n'est pas la chenille et l'animal, comme m'a fait remarquer madame, c'est la chenille de tracteur. Vous voyez un tracteur? Eh bien, l'évolution de l'être, c'est comme ça. Vous passez de l'action à l'expérimentation, à la ressource, de la ressource au nouveau niveau de conscience, et du nouveau niveau de conscience, vous passez à de nouveaux actes posés, avec ces nouvelles ressources, et ainsi de suite. Et voilà. Et l'être avance de cette manière-là. On évolue comme ça. On évolue parce qu'il y a un changement de ressources. Et tout changement de ressources, par une expérimentation, engendre un nouveau niveau de conscience. C'est pour ça que vous allez entendre souvent, si vous vous intéressez un peu au développement personnel, vous allez entendre souvent que vous pouvez détenir tout le savoir de la planète, mais si vous ne l'expérimentez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et bien, c'est ce que je vous ai dit là, c'est la stratégie qui vous explicite cet adage. D'accord ? Voilà. Donc, pour passer à la strate supérieure, je vais vous expliquer plusieurs choses. Alors, comme je vous ai dit, et comme j'ai dit à vos reptiliens, restez tranquilles, vous prenez-le comme une information, et tout va bien se passer. Voilà. Donc, je pratique quelque chose qui est la corrélation et les liens entre les domaines. Donc, je suis aussi bien formé dans le côté ésotérique, occultiste, que dans le côté scientifique, neurosciences, épigénétique, quantique et tout le reste. Donc, il y a un théorème quantique enfin, je vous le fais là aussi très court, qui est le phénomène que deux particules qui ont été en contact le resteront à tout jamais, peu importe la distance et le temps. Bon, voilà. Maintenant, ça sert à comprendre une chose, c'est que nous sommes entourés d'énergie, ça vous le savez, énergie. Voilà. Donc, je vous donne juste les points clés pour que vous puissiez comprendre le rapport avec la communication. D'accord ? Voilà.
Donc, nous sommes entourés d'énergie. Cette énergie, elle est porteuse d'informations. Voilà. Alors, la démarche exacte, c'est l'énergie, elle est vibratoire, et dans ces vibrations, il y a de l'information. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, soit vous venez me voir, ou soit vous allez sur Internet, vous avez de beaux documentaires sur le sujet. Voilà. Mais tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le verre d'eau, ce n'était pas pour expliquer ça, mais il y est, je vais m'en servir. Ça, c'est l'énergie qui nous entoure. D'accord ? L'eau. Si je prends un compte-gouttes avec une goutte de grenadine, d'accord ? Alors, imaginez que la goutte de grenadine, ce sont vos pensées, vos paroles et vos concepts. Jusque-là. Vous mettez la goutte, j'ai pas de grenadine, hein, mais c'est virtuel. Vous mettez la goutte de grenadine dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire, la goutte de grenadine ? Elle va colorer l'eau. Mais toute l'eau, vous n'allez plus la voir, la goutte. La goutte, elle va disparaître et vous allez avoir une eau colorée. Alors, cette coloration, elle va être moins importante que la couleur de la goutte de grenadine de départ, mais cette goutte, elle va être entièrement dissoute, mais présente dans l'eau. Voilà. Eh bien, imaginez-vous à introduire ce précepte qui est que toutes les pensées, toutes les paroles, elles sont résiduellement dans cette énergie. Alors pour ça, il y a eu des expériences très intéressantes de fait, notamment, je vais vous en citer qu'une, hein, parce que et celle-là, elle est sur le net, donc vous pouvez aller l'écouter dans son entièreté. Il y a eu un groupe de méditants qui a médité dans une prison de haute sécurité, où il y avait un taux de criminalité à 80%. Ben, le fait d'avoir médité, d'avoir mis ce groupe de méditants dans la prison, le taux d'actes criminels dans la prison a baissé de manière exponentielle. Donc ça veut dire quoi ? Pourtant, il n'y a pas eu de contact entre les prisonniers et le groupe de méditants. Hein, ils se sont pas... D'accord ? Mais le fait d'avoir mis dans l'énergie environnante ces pensées bienveillantes a fait baisser le taux de criminalité de la prison. Et il y a eu la même expérience dans un pays en guerre où les bombardements ont baissé de 60%. Voilà. Donc si vous voulez aller vous renseigner, tout ceci est disponible et vous pouvez l'écouter dans son entièreté. Donc, pour en revenir, le but c'est la communication quand même, pour en revenir à la communication, c'est exactement pareil. Quand vous dites quelque chose, quand vous communiquez avec quelqu'un, et que votre intention, ou que la quintessence des mots employés, l'énergie de ces mots employés va être dispatchée dans l'énergie environnante. Et ça, votre cerveau, il le perçoit. Vous ne le percevez pas consciemment, mais votre cerveau le perçoit. Et ça peut, entre guillemets, brouiller la communication. Parce qu'il va y avoir un ressenti de vos sens qui va faire que vous n'allez pas concevoir la discussion de la bonne manière ou dans la bonne ambiance. Alors, après, à un niveau plus terre à terre, vous avez, je pense, du moins, je m'avance peut-être un peu, mais en général, tout le monde l'a vécu, vous avez tous vécu au moins une fois de vous être retrouvés dans une pièce avec des gens à discuter et où l'ambiance était tendue. Pourtant, il n'y avait pas d'acte tendu, mais vous ressentez une ambiance tendue. Eh bien, votre communication, elle va s'en moduler de cette ambiance tendue, parce que inconsciemment, vous allez ressentir cette tension, et les mots que vous allez employer, le genre de communication que vous allez mettre en place, va être totalement différent que si ceci se passait dans une ambiance totalement détendue et sereine et agréable. Avez-vous fait l'expérience de cet état de fait ? Oui ? Non ? Oui ? Bon. Voilà. Donc, ceci tend à prouver que tout ce qui est émis de manière inconsciente dans une discussion, que ça soit en tête à tête
ou que ce soit avec un ensemble de gens plus important. Alors, ce phénomène d'ambiance est beaucoup plus mis en valeur quand il y a beaucoup de gens. Vous avez dû aussi vous rendre compte ou entendre ça dans votre existence que, par exemple, des gens vous disent à un moment j'ai été dépressif et je rencontrais que des gens dépressifs. Ou j'étais entouré que de gens qui étaient dépressifs. Ben pourquoi ? Parce que cette énergie, elle s'accumule de par sa qualité. Donc si vous êtes dépressif, vous allez émettre des énergies à connotation dépressive. Et cela va former ce que l'on appelle des égrégores. Un égrégore, c'est un ensemble d'énergies de la même qualité. Et cet égrégore, il va faire ce qu'on appelle un casque, et vous allez vous baigner dans cette énergie. C'est pour ça que l'on vous conseille toujours, pour les gens qui sont dépressifs, de s'entourer de gens qui ne le sont pas. Parce que ça va un peu dissoudre cette énergie non adaptée, et d'être entouré de gens qui ne le sont pas, ben, ça va faire descendre votre niveau de dépression. Voilà. Bon, enfin, ça c'était un petit encart, mais c'est juste pour vous expliciter que l'ambiance, l'endroit où vous allez discuter est important. Donc, pas tout le temps, mais quand c'est des discussions vraiment importantes que vous voulez avoir avec quelqu'un, choisissez l'endroit. C'est ce que je dis aux entreprises. Quand il y a un sujet épineux dont il faut parler, alors là je vous fais une petite parenthèse parce que c'est un outil que j'emploie, c'est le décodage des mots. D'accord ? Alors, en entreprise, souvent j'informe les gens parce qu'ils disent on va débattre. Ben, débattre, vibratoirement parlant, n'est pas adapté à une discussion parce qu'il y a la vibration du mot battre dedans. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu farfelu, mais je vous garantis que ça fonctionne. Et je vais vous l'expliciter sous un autre sens. C'est vous avez des gens, et ça vous avez dû l'entendre, j'essaye de vous trouver des exemples que tout le monde a pu entendre. Vous avez des gens, par exemple, quand ils s'expriment sur quelque chose qu'ils ont fait, vous avez une catégorie de gens qui va dire « Ah, j'ai commis une erreur ». Alors, dans notre cerveau inconscient, l'erreur implique la correction. D'accord ? Pour vous, alors, essayez d'y penser, pas ce soir, mais après. Essayez d'y penser, quand vous conscientisez le mot erreur, ben vous verrez qu'inconsciemment, il y a le mot correction qui est attaché. Et c'est inconscient chez nous, parce que dans notre société, c'est comme ça. On vous a toujours inculqué que la correction vient de l'erreur, et l'erreur, son remède, c'est la correction. Et à contrario, vous avez la même chose, et vous avez une catégorie de gens qui vont vous dire « j'ai fait une faute ». Et alors ça, je vous le fais facile comme à l'école. Qu'est-ce que c'est qui est accroché, qui est relié à la faute ? C'est la punition. Donc alors, moi en tant que stratège de comportement, je sais très bien quand j'ai quelqu'un en face qui remet dans son discours plusieurs fois « Ah ben oui, là j'ai fait une faute, là j'ai fait une faute », vous savez que les problématiques qu'il peut avoir en relation avec ce mot-là, c'est soit des problèmes de santé, ou soit il se punit de quelque chose, soit il ne s'autorise pas le plaisir, ou soit vous voyez, il y a toujours une problématique ennuyeuse aux gens qui emploient le mot faute. Ceci, c'est juste pour expliciter ce que je vous disais auparavant. Voilà. Donc, il y a tous ces schémas inconscients dont on est porteur, qu'il est utile de repérer. Alors, comme c'est vrai, il y a beaucoup Vous savez que le cerveau inconscient, il contient 60% de plus de données que le cerveau conscient. Donc, imaginez-vous ce que ça fait. Voilà. Et que la plupart de nos références, elles sont dans notre cerveau inconscient. Donc, vous allez me dire, si c'est inconscient, comment je fais ? Ah, piège. Si c'est inconscient, comment vous faites ? C'est très simple. Il y a 2 ou 3 manières de faire pour repérer tout ça. C'est déjà... Alors, les gens qui viennent en coaching, je leur fais faire un exercice. Je leur fais prendre un dictaphone
Et je leur dis, quand vous avez des discussions qui sont sérieuses, hein, pas ce que vous allez voir comme film, quoique ça ressort aussi, mais c'est plus difficile à déceler. Ben, vous vous enregistrez. Et quand la discussion est finie, vous la réécoutez. Et vous écoutez les mots que vous avez mis. Et de là, ça vous donne une idée sur les références que vous avez dans votre inconscient. Comme je vous ai explicité tout à l'heure, si vous mettez faute si vous mettez faute plutôt que correction, ou vous avez des gens qui disent ah ben je vais me gendarmer, donc là ça implique aussi une punition. Hein, dans notre cerveau inconscient, le gendarme implique une punition. Voilà. Donc repérez les mots que vous employez et vous regardez la vibration qu'il y a avec les mots. Alors ce que j'entends par vibration, il y a deux choses. C'est vraiment dans son taux vibratoire. Alors maintenant, on sait que tout est vibration. Hein. On sait que tout est vibratoire. L'énergie vibre beaucoup plus vite, donc on ne peut pas la palper. Mais des vibrations de moindre intensité, de moindre fréquence, on peut la palper. Bon, enfin, ceci sera un autre sujet de conférence. Voilà. Et il est important de bien conscientiser que, comme tout est vibration, eh bien, il faut entre guillemets, employer les mots adaptés. Et vous allez voir, si vous vous y exercez, vous verrez que votre vie, elle va changer. Hein. Pourquoi ? Ben, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous changez les vibrations, vous allez changer la qualité de l'énergie, donc vous allez changer les égrégores de pensée, et vous allez attirer d'autres personnes qui vont être en rapport avec la qualité de cette nouvelle énergie que vous déployez. Ensuite, pour expliquer ça, je vais le faire comme ça. Là, vous entendez les mots. D'accord ? Vous m'entendez là ? Voilà. En réalité, mes mots n'existent pas. Alors, ça fait toujours bon dire les gens, mais vous entendez des mots, mais ces mots-là, ils n'existent pas. Ils n'existent que dans votre cerveau. Pourquoi ? Parce que ce que j'envoie, ce sont des vibrations. Et c'est vos sens qui permettent de les transformer en mots. Mais ce que je vous envoie, c'est ni plus ni moins que des vibrations. C'est tout. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner aussi, c'est le téléphone. D'accord ? Il n'y a pas une voix, vous n'avez pas des voix des millions de gens qui se téléphonent, vous n'avez pas des voix qui transitent, je sais pas, comme ça. Ce sont ni plus ni moins des vibrations. Alors, pour le téléphone, on a besoin d'un sens adapté à ces vibrations, d'accord ? Qui est le téléphone. Et pour entendre, justement, pour décoder toutes ces vibrations et pour les transformer en quelque chose que l'on puisse entendre. Et bien c'est pareil pour tout le reste. Moi, ce que je vous envoie, ce sont des vibrations et vos sens, ils vous permettent de les décoder. Et de fait, d'en faire des mots qui soient compréhensibles pour notre cerveau. D'accord ? Voilà. Eh bien, tout ceci, puisque nous sommes dans le domaine vibratoire, il est important de conscientiser que ces vibrations, à un niveau encore supérieur, elles peuvent être modulées par l'intention que vous mettez dans votre pensée. Vous avez entendu parler certainement du pouvoir de l'intention. C'est-à-dire, suivant ce que vous allez dire, vous pouvez mettre une intention différente. Et cette intention différente va être perçue différemment par votre interlocuteur qui va provoquer chez lui une réaction. Et alors, suivant l'intention que vous mettez, je ne vous dis pas la réaction. Hein, elle peut être bien, comme elle peut être totalement mal perçue. Et je vous le redis, reptilien, il va faire « je suis là ». Et vous rentrez dans une incompréhension et dans une fermeture totale de l'interlocuteur. Tout ça parce que vous n'avez pas mis, je ne dis pas la bonne intention, mais parce que vous avez mis une intention qui n'était pas adaptée à ce que vous vouliez. Alors, c'est vrai qu'à contrario, ça marche aussi en sens inverse. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez faire semblant de dire quelque chose de sympa avec une intention moins sympa, et bien le cerveau, en face, il va le sentir. Hein. Pourquoi ? Parce que votre mot, les vibrations de votre mot vont être modulées par cette intention que vous pensez qui va passer inaperçue. Eh bien non. Et vous allez déclencher, comme d'hab, la sirène d'alarme et votre interlocuteur, il va se fermer. Donc,
tout ceci est vraiment, si vous voulez une communication adaptée, eh ben, il est utile de conscientiser tout ça. Alors, vu la grimace de la dame, c'est pas si difficile que ça. Moi, je vous le livre comme ça, en paquet. Mais à l'expérimentation, petit à petit, à votre convenance, à votre allure et à votre niveau de perception, vous pouvez le mettre en place gentiment. Et vous verrez que ça se fait très vite. Ça se fait très vite. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose souvent, notre cerveau est doté de quelque chose qui s'appelle la plasticité cérébrale, qui est le moyen qu'a le cerveau d'évoluer. Avant, on pensait que le cerveau, il était, vous naissez avec un certain nombre de capacités, et puis c'était terminé, et que plus vous avancez, plus on devenait imbécile. Tout ça, c'est faux. Le cerveau, il évolue tout le temps. Et on fabrique des nouveaux neurones, même à 80 ans. À condition, ça c'est toujours pareil, vous avez toujours une condition, hein, ça ne se fait pas tout seul, si on ne change pas d'exercice, entre guillemets, au moins toutes les 3 semaines, à partir du moment où votre cerveau s'est habitué à quelque chose, il ne va plus progresser. C'est pour ça qu'il est utile de moduler ses activités. Ne faites pas la grimace, je vais vous expliquer. Alors, comment on module ces activités ? C'est très simple. Pendant 3 semaines, vous faites de la poterie, ou autre chose. Ou 3 semaines d'après, vous passez au mot fléché. 3 semaines après, vous apprenez à jongler. 3 semaines après, vous apprenez à peindre. Et tout ça, vous allez fabriquer des nouveaux neurones, parce que les neurones sont fabriqués par rapport aux nouveaux apprentissages. Alors, après, chacun trouve ses centres d'intérêt, bien entendu, mais il est important de conscientiser, si vous voulez faire des neurones jusqu'à très tard dans la vie, de changer et de ne jamais vous installer dans votre zone, ce qu'on appelle la zone de confort. Voilà, il faut tout le temps sortir. Mais ça, c'est aussi valable pour votre évolution personnelle. Si vous restez dans votre zone de confort, l'évolution perso, elle s'arrête. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Tout le temps. Il n'y a que comme ça qu'on évolue. Il n'y a que comme ça que le cerveau évolue. Donc, quelque part, c'est sympa de changer d'activité et de façon de voir et tout ça tout le temps. Voilà. Ensuite, pour aller encore dans un niveau de communication au-dessus, vous avez ce qu'a mis en avant, et ça vous connaissez tous, M. Jung. Il a mis en avant les différents inconscients. Donc là, je vous ai parlé de l'inconscient personnel, qui est une chose, et il y a aussi l'inconscient universel. D'accord ? Alors, l'inconscient universel, c'est quoi ? C'est justement cette énergie où transitent toutes les informations qu'il y a eu depuis tout temps. Puisque cette énergie, elle est dans notre univers, depuis que l'univers a été créé, il n'y a pas quelqu'un qui verse de l'énergie nouvelle tout le temps. C'est la même. On est toujours dans la même énergie depuis que l'être humain est sur Terre. Donc, de par ce fait, tout ce qui a été dit depuis, et toutes les connaissances, tous les concepts, toutes les croyances, transitent et sont dans cette énergie. Et de ce fait, cette énergie, elle interfère avec la vôtre. Et de ce fait, eh bien, vous pouvez être modulé par des croyances qui sont, entre guillemets, pas les vôtres, qui sont dans cet inconscient universel où votre inconscient personnel a accès, et de ce fait, vous pouvez avoir des croyances qui ne sont pas adaptées parce qu'elles ne sont pas tirées de votre expérimentation. Donc ça, c'est un petit peu plus ardu à conscientiser, et j'en suis, ça demande quelques temps de travail, donc moi c'est vrai que je vous le livre comme ça, mais parce que j'aime bien donner une information la plus holistique possible, donc sachez que ceci existe. Et Jung avait bien mis le point sur les archétypes que vous trouvez, parce que j'utilise cet outil aussi, les archétypes que vous trouvez dans les mythes. Vous savez ce que c'est les mythes ? Par exemple, les mythes d'Hercule ou autre, le mythe de Narcisse ou autre mythe. Alors, moi j'explicite ça aux gens parce que j'aime bien ce côté-là, c'est les travaux d'Hercule. Donc par exemple, alors ça je fais très court aussi. Par exemple, je vais en prendre un
un au hasard, les écuries d'Augias, par exemple, eh bien, on a en nous, on sait très bien que il n'y a que l'énergie, alors je vais vous le dire, l'énergie mentale. Alors pour d'autres, suivant de quel concept vous êtes porteur, ça peut être la croyance, donc ça peut être l'énergie spirituelle, ça peut être l'énergie du cosmos, employez le mot qui vous convient. Mais on sait très bien que pour nettoyer la matière, il n'y a que l'énergie spirituelle qui puisse le faire. Ou pour d'autres, ce sera le mental. Ce qui revient à dire quoi? Que si vous voulez changer un concept, il va falloir passer par une expérimentation qui va engendrer une nouvelle énergie, et celle-là va nettoyer l'ancien concept qu'il y avait avant. Et dans les neurosciences, on appelle ça un réseau neuronal. D'accord? Un réseau neuronal, c'est une nouvelle connaissance que l'on a expérimentée plusieurs fois et qui va se loger de ce fait dans notre inconscient personnel. Et quand on va s'en servir, au bout d'un temps, elle va se retrouver dans l'inconscient universel. Ça, c'est un peu plus ardu, je vous l'accorde. Donc, si vous avez des questions là-dessus, là, maintenant que c'est frais dans vos mémoires, je peux y répondre. Non? Pas de questions? Bon, c'est très bien. Si vous avez tout capté, j'en suis fortement content. Ensuite, comme j'aime bien voyager, il y a aussi alors ça, je vous en ai dit une partie, mais je vais insister un peu plus là-dessus. Faites toujours attention aux mots que vous employez. Faites en sorte qu'ils soient adaptés à vos besoins et n'employez pas un mot pour un autre. Et si vous voulez être vraiment comprise dans quelque chose qui est important, et même quand ça ne l'est pas, d'accord, si vous voulez toujours être compris par les autres, il faut définir la même définition du mot que vous employez si vous sentez qu'il y a une incompréhension de la part de l'autre. Parce que même sur un même mot, on n'en a pas tous la même définition. Quand je fais des conférences à thème, au début de la conférence, je définis toujours le mot essentiel de la conférence. Par exemple, j'ai fait une conférence sur le karma. Eh bien, en début de conférence, avant de parler du karma, j'ai défini ce qu'était le karma, pour qu'on ait tous la même définition du karma et qu'on comprenne tous la même chose. Parce qu'il y avait, au préalable, j'ai demandé dans la salle ce que chacun, pas tous, mais une partie, un échantillon de la salle, ce que représentait le mot karma, eh bien, il y avait 5 ou 6 définitions différentes. Donc comment voulez-vous qu'on se comprenne s'il y a 5 ou 6 définitions différentes du même mot sur la thématique que l'on va traiter? Ça ne va pas être possible. Donc, prenez l'habitude, quand c'est vraiment quelque chose qui est important, mais je vous dis même quand ce n'est pas important, de définir le mot que vous allez employer, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, de manière à ce que l'autre il ait la même référence. Parce que si l'autre il a une référence différente de la vôtre, il va y avoir incompréhension à tous les coups. Et la discussion, elle va se solder par un échec. Voilà. Donc, pensez bien aux mots que vous employez et à les définir au préalable. D'accord? Bon, ça, c'est très valable dans les entreprises, mais c'est très valable au niveau du privé aussi. Quand vous discutez avec votre conjoint, lui, il a des concepts qui vont peut-être moduler la définition du mot que vous allez employer. Alors, je ne dis pas de définir tous les mots que vous employez, mais sur la thématique dont vous discutez, définissez ce que ça veut dire pour vous. D'accord? Voilà. Et ça, vous le voyez, vous pouvez vous amuser avec votre partenaire ou avec qui vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez vous amuser à définir ça sur les couleurs. Vous allez voir que sur les couleurs, pourtant c'est la même couleur, hein, on n'a pas tous la même définition et le même ressenti de la couleur. Et ça, je l'ai vécu, et pourtant je ne suis pas daltonien, hein, et je le fais expérimenter en formation, quand je forme des thérapeutes, je les fais s'amuser avec ça, eh bien, ils sont étonnés.
Parce que, voilà, je leur montre du Bordeaux, ben un il va me dire c'est ça, l'autre c'est ça, l'autre c'est ça. Non, j'ai dit non. Du Bordeaux, prenez le dictionnaire. Alors, c'est vrai que j'ai un dictionnaire pour avoir une référence, je vais dire, commune à tout le monde. Donc je prends un dictionnaire et je leur fais lire, voilà, ce que ça veut dire punition, Bordeaux, et ainsi de suite. Eh bien, à la longue, ils s'aperçoivent qu'on a tous une définition des mots qui est différente, de par tout ce que je vous ai explicité tout à l'heure. Ben, amusez-vous à le faire avec votre partenaire, même pourtant vous vivez sous le même toit depuis X temps, ben, vous verrez qu'on n'a pas tous la même définition des mots. Voilà. Donc ça, c'était pour les mots. Voilà. Et maintenant, je vais vous amener dans un petit voyage qui va être encore plus élevé que les autres. Enfin, plus élevé, mais ce n'est pas une échelle de valeur. Hein. C'est dans un autre domaine et dans une autre définition. Quand on communique avec quelqu'un, il y a toujours un état émotionnel. D'accord ? Vous n'êtes pas neutre. Vous n'êtes jamais neutre. On n'est jamais neutre. Donc vous avez toujours en vous ce qu'on appelle un état d'âme. Vous êtes dans un état. Alors, des fois c'est un petit peu plus guilleré, des fois c'est un peu plus sombre, suivant ce qui vous est arrivé dans la journée, c'est très sombre, ou alors ça peut être très guilleré. Voilà. Et alors ça, c'est vrai que ça c'est très peu dit, mais ça existe. C'est prouvé scientifiquement par contre. Hein. Voilà. Donc, vous êtes dans un état X, je vais dire. Voilà. Et de cet état X va en sortir une communication plus ou moins pessimiste, plus ou moins optimiste, plus ou moins triste, joyeuse, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Et il y a un facteur commun à tout ça. Ça, je ne vous demande pas de le trouver, parce que normalement vous ne le trouverez pas, mais c'est votre microbiote. Alors, le microbiote, c'est les bébêtes que vous avez dans l'intestin. D'accord ? Parce que alors, les études, enfin, je vous les passe, mais ce que je vous dis, vous pouvez aller le vérifier, c'est scientifiquement prouvé. Votre microbiote interfère dans votre humeur. Pourquoi ? Parce que dans votre intestin, vous avez des bébêtes qui sont en rapport avec un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui est fabriqué dans l'intestin, et la sérotonine est un régulateur de l'humeur. Et suivant votre humeur, eh bien, votre communication, elle va être différente. Et on a remarqué, enfin quand je dis on, c'est pas moi, mais les études ont mis à jour que les gens qui avaient des problèmes intestinaux avérés, eh bien, ils étaient d'une humeur différente de ceux qui n'avaient pas de problèmes intestinaux. Et en général, ceux qui ont des problèmes intestinaux, ils sont de moins bonne composition. Et de ce fait, ça se retransmet dans votre cerveau, puisque l'intestin est responsable de la sécrétion de sérotonine. Hein, d'accord ? Donc, de par ce dérèglement, vous avez un dérèglement de sécrétion de sérotonine, et vous avez, de ce fait, une communication qui peut être beaucoup plus je ne vais pas dire dépressive, mais on sait que la sérotonine influe sur les dépressifs aussi. Hein. Donc, vous pouvez avoir un état mental qui est déjà teinté d'une problématique, et ça va se retransmettre dans votre communication, peu importe le domaine. D'où, je vous conseillerais de traiter vos intestins avec amour. Voilà. Donc, comment on traite ses intestins avec amour ? Je vous ferai une conférence dessus si vous voulez, mais ça c'est un petit peu long à vous définir, mais sachez que... Alors, c'est vrai, maintenant, il y a l'habitude de dire l'intestin, deuxième cerveau. Mais en réalité, c'est ni le premier, c'est ni le deuxième, c'est une partie intégrante de notre être. Et le cœur contient aussi des neurones, donc on appelle aussi le cœur le troisième cerveau. Mais en réalité, on est un ensemble, hein, il n'y a pas de problème. On est un ensemble qui fonctionnons en interaction et en interdépendance, et de ce fait, tout est un ensemble, hein, d'accord ? Alors, pour que vous ayez une idée bien structurée de la chose, je compare toujours les êtres que nous sommes à un orchestre symphonique.
Vous savez ce que c'est, voilà. Donc, un orchestre symphonique, c'est quoi? Vous avez des musiciens qui apprennent leur instrument de façon personnelle. Ça va être la flûte, la contrebasse, je sais, moi, il y en a, voilà. Donc, cet apprentissage personnel, il est fait pour quoi? Pour le bien de l'orchestre, le bien de l'ensemble. Votre corps, c'est exactement un bel orchestre symphonique. Voilà. Pourquoi? Parce que dans votre corps, on n'est pas un être monobloc. Avant, même encore beaucoup de gens maintenant pensent que nous sommes des êtres monoblocs. C'est-à-dire, vous êtes monsieur Intel, vous êtes entier. Eh bien non. Vous êtes un assemblage de population qui vous permet d'être cet être-là. C'est-à-dire, vous avez des microbiotes dans l'intestin, sur la peau, dans les muqueuses, qu'elles soient en bas, dans le nez, sur la peau, tout ça. Et sans ces bactéries-là, on ne peut pas vivre. Donc vous voyez, tout gros qu'on est, tout grand que l'on est, si on nous enlève ces toutes petites bactéries, eh bien on meurt. Ce qui indique quoi? Ce qui indique que nous sommes un assemblage, alors je vous l'ai fait sur les bactéries, mais il y a beaucoup d'autres choses. On est un assemblage de populations qui permettent à un organisme entier de vivre. C'est comme l'orchestre. Vous avez les cellules du foie, vous avez les cellules de l'intestin, tout ça, qui, par leur fonction personnelle, permettent à l'ensemble de vivre. Voilà. Eh bien, il faut toujours garder cette image-là quand vous êtes, alors je ne vous dis pas de le faire comme ça, mais quand vous communiquez avec quelqu'un, partez du principe qu'il y a foison de facteurs qui rentrent en jeu et qu'il est inutile de chercher à mettre quelque chose dans la tête de l'autre qui n'est pas perceptible par ses ressources. Parce que vous n'y arriverez pas. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire, on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un quelque chose qui n'a pas les ressources pour comprendre. Et on ne peut pas faire. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre quelque chose. D'accord? Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que vous ne pourrez pas. Vous allez utiliser une énergie phénoménale et vous n'y arriverez pas. Donc, tout ça pour en venir à ce que je vous disais au début, vous explicitez vos besoins et vous ne cherchez en aucun cas à faire admettre vos concepts à l'autre. Parce que la communication, elle est coupée. D'accord? Ensuite, je vais vous dire encore un facteur et puis on passera au questionnement, si vous en avez. Le facteur qui est très peu divulgué parce que c'est vrai que ça serait très long à chaque fois de tout reprendre, mais c'est l'odeur. L'être humain est très sensible à l'odeur. Vous en apercevez peut-être pas, mais si je vous fais discuter avec quelqu'un dont l'odeur ne vous convient pas, la communication elle est en vrac. Parce que vous allez focaliser sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous met mal à l'aise, et la communication va s'en ressentir. Alors c'est peut-être bétouné comme ça, mais je vous garantis que si un jour vous avez à discuter avec quelqu'un dont l'odeur ne vous convient pas, mais sans être pestilentielle, juste l'odeur qui ne convient pas, la communication, elle va soit être tronquée, ou soit elle va être de mauvaise qualité parce que vous avez envie d'arrêter d'avoir cette émanation qui ne vous convient pas, et de ce fait, la communication, elle ne va pas être ni adaptée, ni de bonne qualité. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais si un jour vous avez affaire à ce genre, ce que j'appelle moi une ambiance, vous verrez que votre communication, vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit, et vous allez fuir le plus vite possible. D'accord? Vous aviez... Le langage populaire est plein de sagesse. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, moi je suis partisan de ce genre, et j'emploie beaucoup ça dans mes consultations. Ce qu'on appelle la sagesse populaire est toujours bonne conseillère. Il n'y a pas de faux adages. Bon, à part ceux qui sont détournés de leur sens.
Mais il n'y a pas de proverbe, d'adage qui ne soit pas, comme dit monsieur, qui ne contient pas une sagesse. D'accord? Et ça a été expérimenté par la population. ah ben bien sûr. Par Des générations et des générations. Et c'est ce genre de choses que vous trouvez dans l'inconscient universel. Parce que quelqu'un qui va avoir une odeur qui ne vous convient pas, vous n'allez pas penser à l'adage, mais cet adage, il est dans tout cet inconscient universel, et votre cerveau, lui, il le sait. Votre cerveau inconscient. Hein. Vous savez, on est à une époque merveilleuse. Enfin, du moins, moi, je la trouve merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'on met à jour, on prouve des choses qui existent depuis très très longtemps. Voilà. Maintenant, on commence à vous mettre à jour que, par exemple, les odeurs, tout ça, au temps des Grecs, on le savait déjà, les philosophes grecs, ils le savaient déjà, tout ça. Hein. Alors, ils ne pouvaient pas le prouver, mais ils le savaient. Si vous prenez les textes grecs, ils sont remplis de petits épisodes où on vous raconte ci et ça, et c'est ce que... Donc, nous avons vu tout ceci, n'est-ce pas? Et il y a encore un autre paramètre, c'est... alors là aussi, je vous le fais réduit parce que ça serait très très long, c'est le paramètre postural. Il est très important quand vous discutez avec quelqu'un, parce que vous n'allez pas le concevoir consciemment, mais votre cerveau inconscient, toujours pareil, lui, il va le percevoir. Donc faites attention à votre position quand vous discutez avec quelqu'un. Alors, je vous donne un exemple très rapide. Hein. Voilà. Si je discute avec Anne, par exemple, et que je me mets comme ça. Voilà, ça c'est une position de fermeture. Donc le cerveau de Anne, il va le sentir. Et il va réagir à cette fermeture. Donc quand vous discutez avec quelqu'un, employez toujours une position d'ouverture et si possible détendue. Parce que vous pouvez avoir une position qui soit disant d'ouverture, si je me mets comme ça ne va pas le faire. Le cerveau en face, il va le sentir. Hein. D'accord? Voilà. Donc, vous avez tout plein de codages. Bon, là, c'est pareil, je ne peux pas tous vous les faire, mais le clignement des yeux, enfin, tout ça. Mais ce sont... Là, vous pouvez... Ce que je vous dis là, c'est une information, mais vous pouvez vous renseigner. Vous avez tous les codages qui sont... C'est vrai que souvent, on ne pense pas à ce paramètre. D'accord? Donc, tout le postural dans des discussions est important. Des fois, en consultation, quand j'ai le cerveau du consultant qui résiste, je le vois. Vous savez à quoi je le vois? Voilà. Même dans ma consultation, j'ai des super fauteuils. Donc vous rentrez, vous êtes vraiment dans des positions, c'est fait exprès, hein, vraiment dans des positions détendues, d'ouverture, de relax. Voilà. Et des fois, quand je touche un point, le point sensible ou le point stratégique de la problématique de la personne, des fois le cerveau résiste. D'accord? Ben oui, mais d'abord c'est le cerveau, et le corps il le retransmet. Alors, et des fois ils ne se mettent pas en position de fermeture, parce que des fois j'ai affaire à des thérapeutes qui le savent, donc surtout ils ne croisent pas les bras, ils font ça. Inconsciemment, hein, je leur parle, moi je les regarde dans les yeux et ça fait... Là, vous savez qu'il y a fermeture. D'accord? Là, j'ai touché un point que le cerveau, il n'est pas prêt à ouvrir. Et de ce fait, la personne, elle dégage. Donc, après, je repasse par ailleurs. Mais sur le moment, là, je sais que... Et pourtant, la personne, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Hein, elle est juste... Je lui parle, j'ai l'impression qu'il passe un papillon. D'accord? Donc, tout ça, c'est des signes... dans une discussion, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit, je vous dis, avec votre partenaire ou autre, qu'il est important de conscientiser. Et de tous ces indices, mis bout à bout, parce qu'en plus, dans le règne humain, c'est comme ça, 1 plus, c'est pas 1 qui compte, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Donc, toutes ces informations de communication mis bout à bout, ça va vous permettre de pouvoir mettre en place des stratégies de communication adaptées. Vous allez allier, vous allez écouter les mots que la personne en face vous dit, vous allez regarder sa gestuelle. Bon, vous ne pourrez pas voir son état intestinal, ça, c'est pas possible, d'accord? Mais dans sa manière de présenter les choses, vous pouvez le savoir, parce que si vous savez,
j'ai aussi en consulte des gens qui viennent et qui me texto, hein, qui me disent voilà. Alors on discute parce que justement les consultations c'est aussi beaucoup de discussions. Parce que si je veux les décoder, ben, il faut qu'ils parlent, hein, forcément. Et vous avez des gens, ils disent ah ben ça je peux pas. Ah ça je fais pas. Ah ça je pourrais pas faire. Ah ça je vais pas commencer ça. Ben là vous savez que l'intestin, il faut le rééquilibrer. Hein, parce qu'ils sont dans une telle approche pessimiste, d'accord, et d'impuissance, qu'il y a de grandes chances, et ça c'est aussi prouvé, hein, l'interférence de votre microbiote, il y a de grandes chances pour que ça influe sur votre cerveau et que vous ayez une approche pessimiste des choses. D'accord ? Donc, quand une personne, elle vous dit ça à plusieurs reprises, vous savez que là, vous pouvez l'informer qu'il existe des problématiques intestinales qui influent sur le cerveau et qui seraient de bonne loi de remettre les choses en place. Voilà. Alors, juste parce que je sais que ça peut intéresser, pour tout ce qui est intestinal, vous pouvez vous renseigner, maintenant c'est à peu près enfin, vous n'aurez pas l'information pointue dans son entièreté, mais par exemple, je peux vous dire comme ça qu'il faut faire attention aux perturbateurs endocriniens, c'est un danger qui est montant, qui va devenir vraiment quelque chose de très important dans les années à venir, parce que ça touche la reproduction humaine, hein. D'accord, les perturbateurs endocriniens, on commence à voir beaucoup de gamins qui naissent avec les testicules mal formés, et les filles avec d'autres problématiques. Et dans les 20 ans à venir, ça va être une catastrophe. Hein. Donc ça commence à venir, les études scientifiques y sont, hein. Elles sont là. Hein. Après, l'agroalimentaire, tout ça, les récuse parce que ça ne les arrange pas, mais les études, elles y sont. Et elles parviennent au sommet, mais après, quand c'est au sommet, ben, on ne fait rien, on les met de côté parce que vous avez des intérêts financiers au milieu qui sont... voilà, ben, c'est toujours pareil après. Mais sachez que... prenez soin de votre intestin. Voilà. Donc, perturbateurs endocriniens, évitez les exhausteurs de goût, puis tout ce que vous pouvez entendre de ce genre-là, les plats cuisinés, les machins. Essayez de manger basique. Ça n'exclut pas le plaisir. Après, ça n'exclut pas le plaisir. Hein. Le plaisir, on peut l'avoir en mangeant basique. On n'est pas obligé de manger, je sais pas moi, un hachis parmentier, je dirais pas de marque, mais surgelé. Parce qu'ils sont pleins d'exhausteurs de goût, ils sont pleins de sel, et en réalité, ce que vous sentez, c'est juste le sel et les exhausteurs de goût. Hein. Quand vous vous en défaites et vous mangez un vrai hachis parmentier fait par vous avec des machins de base, ben vous allez sentir un autre goût. Hein, d'accord ? Bon, enfin, sans rentrer là-dedans, essayez de manger basique. Après, il y a quelques aliments qui nourrissent bien votre microbiote. C'est les pruneaux et les fibres insolubles. Les inulines, c'est un genre de fibres insolubles, et pour les inulines, vous avez la chicorée, le poireau est très bon. D'ailleurs, le poireau, dans la sagesse populaire, on l'appelle le balai intestinal, c'est pas pour rien, d'accord ? C'est un nettoyeur de votre intestin, parce qu'il a des fibres très douces, et pour ceux qui ont vraiment des problèmes intestinaux, ils peuvent manger que le blanc, parce que c'est une fibre encore plus douce que le vert du poireau. Bon, après, il ne faut pas prendre le bas du vert. Vous coupez, quand même, si le vert il vous paraît trop dur, eh ben, vous le coupez un peu, et pour ceux qui ont vraiment des problèmes d'intestin, vous prenez que le blanc du poireau même. D'accord ? Et c'est un formidable allié de votre intestin. Voilà. Après, il y a d'autres aliments, mais sachez qu'il est utile de manger des fibres insolubles. Sans ça, ben, allez sur ma chaîne YouTube, et il y a des conférences sur l'intestin et sur comment nourrir son cerveau aussi. Parce que c'est la dernière partie que je vais entamer, parce qu'après ça fait beaucoup d'infos. Dans votre communication, c'est le cerveau qui l'a fait. Hein, d'accord ? Et si vous ne donnez pas ce qu'il faut à votre cerveau pour être en bonne santé, eh bien, vous n'allez pas pouvoir communiquer de manière satisfaisante, parce que votre cerveau, il va manquer de certains neurotransmetteurs. Vous allez avoir une vision des choses qui ne va pas être adaptée, parce qu'il va être soit irascible,
parce que vous consommez trop de sucre, par exemple. On sait maintenant que le sucre, il a deux réactions en même temps, enfin en même temps une après l'autre, c'est-à-dire quand vous êtes en hyperinsulinie, eh bien, vous allez être, excité, et quand vous allez être en hypoglycémie, eh bien, vous allez être irascible. Donc si vous êtes en hypo et que vous avez une discussion importante à avoir, il y a de grandes chances pour que vous rentriez dans le chou de votre interlocuteur. Et ce que je vous dis là, c'est réel, hein, c'est mesuré chez les élèves à l'école, par exemple. On sait que maintenant les gamins ils mangent beaucoup de sucre. Et déjà, ils ont de plus en plus de mal à maintenir leur attention. Ils sont irascibles. Et quand ils sont en montée glycémique, ils sont instables. Donc tout ça, ce sont des études que vous pouvez retrouver. Hein. Ce que je vous dis là, c'est prouvé. Donc, ça marche sur les gamins et ça marche aussi sur vous. Hein. Si vous mangez trop de sucre et que vous allez avoir une discussion à un moment où vous êtes en hyperglycémie, eh bien, vous allez être hyperactif et vous risquez de manager ça de manière un petit peu trop violente. Et si vous êtes en hypoglycémie, ben, soit vous allez être à côté de la discussion, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle piquer du nez, avec des moments d'inattention, ou alors vous allez être dans un état irascible. Et vous allez ce que peut vous dire l'autre, même si c'est amené de la bonne manière, ça peut vous rendre irascible et vous pouvez vous rendre une attitude non adaptée à ces dires. Donc vous voyez à quel point ça peut être compliqué de communiquer vraiment de la bonne manière. Maintenant, comme je vous ai dit que je allais vous donner des clés quand même, là je vous ai dépeint tous les facteurs, enfin pas tous encore, il y en a d'autres, hein, mais une grande majeure partie des facteurs qui rentrent en compte dans la communication. Sachez que la méthode la plus adaptée pour essayer de communiquer de la meilleure des façons, c'est alors tout dépend des discussions, mais en général c'est valable pour tout, de choisir un endroit propice à votre discussion, déjà. C'est-à-dire le cadre, définissez le cadre de votre discussion. Si vous savez que c'est une discussion qui peut, par exemple, ouvrir le cerveau reptilien, ben, mettez-vous dans un cadre qui déjà va vous détendre. Alors après, ça c'est perso. Hein. Moi je sais que j'aime bien un bon fauteuil, dans une ambiance pas trop éclairée, tout ça, D'accord ? Voilà. Après, bon, vous, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être au restaurant, bien que manger en discutant, c'est pas très adapté, mais bon, choisissez votre endroit. Ensuite, faites ce qu'on appelle nous, enfin, les gens de mon acabit, une douche psychologique. Une douche psychologique, c'est par exemple si vous rentrez du travail et que vous savez que vous devez avoir une discussion avec votre mari, ben, en sortant du travail, allez faire un tour. Détendez-vous, lavez-vous de votre journée. C'est une image, la douche psychologique, mais c'est ça. Allez marcher si c'est votre truc, allez boire un coup si c'est tranquille quelque part. Voilà. Lavez-vous de votre journée et après vous rentrez à la maison, discutez. Mais ne sortez pas du boulot avec tous les soucis du boulot, rentrez à la maison avec qu'est-ce qu'il y a toi alors. Voilà, parce que ça marche pas non plus. D'accord ? Donc petite douche psychologique, un petit cadre adapté, et déjà votre discussion, voilà. Et vous savez, à l'époque, ça se fait encore maintenant, mais un petit peu moins, dans le milieu professionnel, les discussions d'avancement et de promotion, elles ne se faisaient jamais au travail. Les gens invitaient leur patron au resto, dans les sphères où il y avait des décisions même importantes à prendre, où il y avait des promotions hautes à prendre. Ben, ça se passait... alors, ils étaient au resto parce que c'était détente, mais ils ne mangeaient pas, en général. Même s'ils commandaient des plats, on a remarqué que le plat, il n'était pas très consommé. Voilà. Mais les gens cherchaient à se mettre dans une ambiance qui avantage leur communication. Alors, ça peut être ce que vous voulez, mais... après, il y a eu une mode, c'était dans les spas. On amenait les gens dans les salons, c'est-à-dire dans les salons de relaxation. Et les discussions, elles se passaient là. D'accord ? D'ailleurs, il y a des statistiques qui existent et qui se disent que les grandes décisions, elles sont prises avant et entérinées pendant.
C'est-à-dire que les discussions, elles ont lieu, par exemple, hors de l'endroit, mais elles sont entérinées à l'endroit. Les gens ont déjà discuté avant, pour ne pas discuter dans des endroits, justement, qui ne sont pas propices. Voilà. Donc, sachez que, déjà ça, ensuite, essayez d'être d'une humeur acceptable. Essayez de ne pas avoir mangé 2 religieuses, un baba au rhum et un éclair au chocolat avant d'aller discuter, parce que soit vous allez être excité, ou soit vous allez être irascible ou non attentif. Voilà. Et dans l'ensemble, essayez aussi une chose à laquelle on ne donne pas assez d'importance. Et maintenant, grâce aux neurosciences, ça va commencer à se moduler. C'est oxygéner son cerveau. Donc s'il n'y a pas assez d'oxygène qui circule dans le cerveau, eh bien, votre communication, elle ne va pas être ce qu'elle pourrait être. Vous n'allez pas utiliser 100% de votre potentiel. Et ça, je vous invite pour ceux que ça intéresse, bien entendu, à aller lire les études sur ce sujet-là. Un cerveau oxygéné, ça vous donne un potentiel énorme par rapport à un cerveau qui est mal oxygéné. Et ça j'insiste. Alors, je vais vous dire quand même comment on oxygène un cerveau, parce que ce serait dommage d'être venu jusque-là et de ne pas savoir comment on oxygène un cerveau. Alors, pour oxygéner un cerveau, je ne parle pas de sport. Hein. Le sport est nocif. Alors, ça vous fait bondir, le sport est nocif. Voilà. L'activité est bonne. Être actif. Le sport, comme vous voyez, je ne sais pas, à la télé, pas n'importe quel sport, les cyclistes, le Tour de France, tout ça, c'est pas physiologique. C'est des gens qui sont entraînés depuis des années, qui peuvent supporter une charge physique, physiologique énorme, parce qu'il y a un entraînement énorme derrière. Voilà. Aller courir un marathon, c'est pas physiologique. Même pas un semi, même pas un 10 km à bloc. Je suis bien placé pour vous en faire part. Voilà. Ce qu'on appelle une oxygénation du cerveau, c'est par exemple aller marcher 2 fois 45 minutes à allure modérée. Alors pour les dames, et c'est spécifiquement aux dames et à certains messieurs quand même, c'est pas la marche magasin. C'est pas je marche 10 mètres, je regarde la vitrine, 10 mètres, je regarde la vitrine. Ça marche pas. D'accord ? C'est 40 à 45 minutes à allure modérée, mais non-stop. Voilà. Là, vous allez oxygéner votre cerveau. En même temps, il va se passer beaucoup d'autres processus qui vont être adaptés, mais là, vous allez avoir une oxygénation du cerveau. C'est que ça va aussi changer vos filières énergétiques. Vous allez passer en lipolyse et utiliser de la graisse dans votre consommation d'énergie. Donc, ça a un deuxième avantage. Voilà. Et il y en a d'autres. Mais bon, voilà. Donc, un cerveau oxygéné. Et le deuxième, très important pour le cerveau, il faut lui donner de l'eau. Il faut l'hydrater, le cerveau. Si vous n'hydratez pas le cerveau, eh bien, c'est du potentiel en moins. Et si vous allez voir les chiffres, c'est faramineux, et notamment du cerveau. Donc après, là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais une bonne hydratation, c'est quoi ? C'est boire, à la vôtre, avant d'avoir soif. Quand votre corps il vous envoie le signal de la soif, c'est qu'il est déjà en déshydratation. Donc il faut anticiper la soif. La quantité, on dit 1,5 litre d'eau par jour. Mais je vais juste vous citer quelques chiffres et vous verrez que c'est variable pour chaque individu. Rentre en compte dans le besoin hydrique l'ambiance où vous travaillez, enfin où vous vivez, si elle est plus chaude ou plus froide. Le taux de graisse dont vous êtes porteur. Les gens qui sont gras, ils ont plus besoin d'eau parce que la masse grasse demande plus d'eau. Vous voyez, les gens qui sont très bien portants, ils sont tout le temps en train de transpirer. Donc il leur faut plus d'eau que la personne qui est très sèche. Ensuite, il y a l'activité physique que vous faites. Ensuite, il y a l'alimentation que vous avez. Si vous avez une alimentation riche en fibres, il va falloir plus d'eau que si vous avez une alimentation pauvre en fibres. D'accord ? Donc il y a tellement de facteurs. Il y a votre activité physique, il y a votre système hormonal. Donc c'est pour ça que votre besoin hydrique, moi je le définis au cas par cas. Maintenant, si vous voulez avoir une idée, pour une personne
c'est difficile, mais pour une personne qui a une activité, je veux dire, normale, bien que la normalité n'existe pas, mais dans généralité, c'est 1,5 litre d'eau et en excluant votre alimentation. Parce que vous avez des gens qui disent « Ah oui, moi je bois 1,5 d'eau », mais ils ont compté l'eau qui est contenue dans les pâtes, l'eau qui est là. Non, c'est extérieur à tout ça. C'est 1,5 litre d'eau. Et ensuite, il y a un autre paramètre. Si vous voulez que votre corps s'hydrate, parce qu'il y a aussi des... Là, ce que je vous livre là, c'est l'expérience de mes consultes. Hein. Vous avez des gens, ils me disent, ouais, alors moi je bois 1,5 litre d'eau par jour, je bois 4 verres. Comme ça. Ben, ça, vous hydratez pas parce que votre corps, il a une fonction. Si vous mettez trop d'eau à la fois, vous allez au WC. Voilà. Donc, c'est boire des petites gorgées, par exemple, toutes les 10-15 minutes. Une petite gorgée. Et là, vous allez vous hydrater. À condition que vous ayez un taux de sel adapté qui permet l'hydratation. Voilà, mais bon, on ne va pas aller trop loin non plus, mais sachez que votre taux de sodium dans le corps est aussi, influence aussi votre besoin hydrique. Si vous faites de la rétention d'eau, ben, il va falloir boire un petit peu moins. Forcément, puisque vous avez beaucoup de sel, donc ça garde beaucoup d'eau. Si vous avez pas assez de sel dans le corps, vous allez avoir une déperdition hydrique à contrario, et là il va falloir boire un peu plus. Vous voyez à quel point c'est vraiment spécifique à chacun. Mais pour mettre tout le monde d'accord, 1,5 litre d'eau hors alimentation devrait couvrir vos besoins. Maintenant, il y a deux clés pour savoir, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Il y a 2 clés pour savoir si vous êtes à peu près hydraté. Il y a la couleur de vos urines. Si elle a la couleur d'une peau d'orange, alarmez-vous. Ça veut dire que vraiment, vous ne buvez pas assez. Et si elle est aussi blanche qu'un verre d'eau, c'est que vous buvez un petit peu trop. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la première indication qui va vous permettre de savoir un petit peu où vous en êtes. Et la deuxième, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre soif. Si vous buvez toujours parce que vous avez besoin de boire, il y a de grandes chances pour que vous soyez déshydraté. Et vous savez qu'une déshydratation chronique engendre un nombre de problèmes faramineux. Par exemple, vous avez un exemple ? Non ? Hein ? Oui, mais tous les problèmes articulaires peuvent... Non, la goutte, c'est plutôt l'urée. C'est une accumulation d'urée dans les articulations. Voilà. Non, c'est tous les problèmes articulaires. Hernie discale, problème tendinite, enfin tendineux, d'accord ? Ligamentaire. Tout ça, c'est en relation, peut être en relation. Vous savez qu'on a soigné des personnes, des hernies discales, en les réhydratant tout simplement. Et vous avez des gens qui sont tellement déshydratés qu'il existe une technique dont nous avons la représentante là assise sur la chaise qui s'appelle l'hydrotomie percutanée, qui est une technique qui permet de donner à boire à vos disques vertébraux, entre guillemets. Ah, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà. Donc, et le fait de réhydrater la zone, de boire. Bon, ça, c'est vraiment schématique. Hein. Je vous dis, ce n'est pas mon domaine, je connais la technique, parce que je m'en sers aussi, mais ce n'est pas mon domaine, mais ça fonctionne comme ça. Donc, on peut jouer sur des hernies, tout fait, sur beaucoup de problèmes, simplement en réhydratant les gens. Et par exemple, j'ai aussi, entre autres, une carrière hospitalière, et dans les services de gériatrie, on voit que quand les personnes sont en déshydratation, ça les met dans des états faramineux. D'accord ? Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner plus d'informations, parce qu'après, ça va se bousculer dans le cerveau. Mais quelle heure il est ? Je vais en profiter. Ah ben ça, c'est difficile. Hein. Ça, alors, je vous garantis que c'est très difficile. Voilà. Alors, vous qui, de par votre exemple, exprimez vos besoins à l'autre, tout le temps, vous parlez, tout le temps, parlez. À un moment X,
ben, la personne qui a en face, ça va peut-être l'interpeller. Vous allez être quelque part un exemple pour cette personne. Et on sait que le cerveau est doté d'une faculté, ça s'appelle le même, en fait, c'est la faculté de l'exemple. De par votre exemple, ça peut faire moduler les ressources de la personne qui ne parle pas. Au niveau vibratoire, il est toujours essentiel d'envoyer des mots qui sont à connotation d'ouverture. D'accord ? Jamais d'expression enfermante, jamais d'expression limitative. Parce que la personne qui ne parle pas, elle est déjà dans une démarche limitative en elle-même et de fermeture. Donc il faut que tout le contexte vibratoire, c'est-à-dire toutes les vibrations des mots, des intentions, de votre intention, qui est aussi vibratoire, et de vos pensées, elles soient d'ouverture. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'elle reçoit la personne qui n'exprime rien au niveau vibratoire? C'est pour ça que je vous dis, vous, il faut que vous soyez, entre guillemets, en hyper-ouverture pour contrebalancer les vibrations de fermeture de l'autre personne. Sans ça, elle va interférer avec vous. Et à la longue, c'est vous qui risquez de moins parler. D'accord ? Donc, après, il y a des études qui ont été faites, bon là, dans des milieux beaucoup plus, je veux dire, de médecine naturelle et tout ça, où il est dit que, par exemple, pour une pensée négative, il faut 5 pensées positives. Donc là, si vous employez le même schéma sur la fermeture, il est important que l'autre personne, elle soit hyper ouverte. De manière déjà à elle à ne pas devenir moins ouverte et qu'elle puisse, entre guillemets, inonder les égrégores de pensée de l'autre personne fermée par des vibrations ouvertes. D'accord ? Ben oui, puisque, en gros, c'est ça. Ben oui. Ouais. Et c'est sûr que la personne, elle ne peut s'ouvrir que par sa propre expérimentation en plus. Vous ne pouvez pas la faire ouvrir. Vous pouvez juste lui montrer ce que c'est d'être ouvert et quel est l'avantage d'être ouvert. Voilà. Moi, je sais que c'est pas vraiment un monologue, c'est d'être l'exemple d'un comportement. Au niveau réception. Voilà. Au niveau de la réciprocité et de la réception. Ben oui, c'est être l'exemple. Vous savez, dans ces cas-là, après ça c'est un petit peu plus profond et on ne va pas avoir le temps, mais dans ces cas-là, il y a des bugs structuraux qui sont accrochés à ça. D'accord ? Alors, je vais vous le faire très court, mais ne le prenez pas au mot parce que ça demande une introspection, mais vous avez des gens, ils s'octroient une mission. C'est-à-dire, voilà, je suis avec une personne qui ne parle pas, eh ben, moi je vais la faire parler. Ben, ça, c'est porteur de bug parce qu'en réalité, dans une relation, si on n'a pas un retour à sa convenance, je veux dire, eh ben, au bout d'un moment, on change de partenaire, hein. Si ça ne convient pas. Il faut aussi être dans la réalité des choses. Il ne faut pas rester à se dire... Parce qu'après, ça se greffe sur un bug structurel qui s'appelle le sacrifice. Hein. C'est-à-dire, moi, je sacrifie parce que je veux absolument... Je me suis fait une mission que l'autre, il faut qu'il fasse... Bon, je ne vous fais pas tout le cinéma, mais il ne faut pas rentrer dans le sacrifice. Hein. On peut être un exemple, mais si après, ça tourne dans cette dévotion... Ce genre de dévotion, c'est pas adapté. Hein. Donc après, il faut que les deux personnes suivent son chemin. Hein. Voilà. Oui. Je voulais te remercier déjà, Alain, pour cette conférence très fouillée. Chambre, personne ne s'occupait d'elle, personne ne lui parlait. Quand le personnel entrait dans cette chambre, le personnel parlait entre eux et la personne était chosifiée, si je puis dire. Et moi, je n'avais pas cette expérience de communication, puisque précédemment, je faisais autre chose dans un autre contexte. Et donc, naturellement, c'était difficile pour moi d'aborder la personne, donc je l'ai abordée de manière classique, comme j'en fais à n'importe qui, en disant bonjour madame, en lui parlant, parce que c'est quelqu'un. Et je n'attendais pas de réponse. Je n'avais pas la mission de me dire je vais la faire parler, c'était juste bonjour madame, on va faire ça. Et à ma grande surprise, mon grand étonnement, la personne a parlé. Et un jour, il s'est mis à parler. Mais c'est vrai que, après ça, ce sont des cas particuliers, mais non, mais moi je disais de mission, quand ça perdure,
et que la personne n'a pas ce dont elle a besoin en retour, après ça devient une mission, d'accord ? Si vous parlez d'une relation privée, c'est-à-dire un couple, si au bout d'un moment il y a un des deux protagonistes du couple qui n'a pas, que ses besoins ne sont pas satisfaits et que la personne elle reste quand même, ça s'appelle du sacrifice, hein, c'est tout. Donc à partir du moment où vos besoins sont satisfaits et que vous êtes l'exemple d'un comportement pour montrer à l'autre qu'il existe autre chose, c'est très bien, mais après, voilà. Ensuite, lorsque tu as parlé de l'oxygénation du cerveau, alors, j'ai remarqué qu'en marchant, justement, on arrive à avoir une communication différente. Yes. Et il me semble qu'il y a certains anciens, dont tu faisais référence, qui amenaient leurs étudiants, parce que dans des temps les plus reculés, il y avait des disciples, ils les amenaient marcher pour transmettre leur... On transmet toujours mieux en marchant, parce qu'on a une oxygénation, donc on a un renouvellement des cellules qui sont oxygénées, et c'est vrai que notre corps, il fonctionne à base d'oxygène, hein. Donc c'est toujours... Sinon, je crois savoir qu'il y a un psychiatre parisien qui en ce moment prend très très cher, et il propose donc à la personne qui vient le consulter de faire une consulte en marchant. Mais c'est ce que je faisais il y a très longtemps. Moi, je prenais mes consultants en marchant sur la probe. Voilà. Et des fois, la consultation a duré 1h30. Hein. Donc, c'était pas un marathon, hein, mais la personne, ça marche. Bon, après, tout le monde, je n'ai pas forcément le temps, tout le temps, enfin, mais des fois, je le fais encore. Parce que ça fait référence à d'anciennes manières, très lointaines, hein, ça date de la Grèce antique. Et ça fonctionne. Hein. Vous avez d'autres questions ? Oxygéner son cerveau, on peut le faire aussi par la respiration. En fait. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Parce que l'oxygénation du cerveau, elle se définit par la circulation du sang. Et la circulation du sang, le sang circule beaucoup plus vite quand on est en activité que quand on est assis, même en respirant. Voilà. Et 45 minutes, vous disiez 2 fois 45 minutes, c'est pas Par jour. Par semaine. Par semaine. Bon, après, c'est vrai que dans la démarche médicale actuelle que je respecte, avec beaucoup de sagesse, il est dit que 3 fois 45 minutes par semaine d'activité, c'est bien, mais c'est le moins. C'est vraiment, en dessous de ça, c'est pas adapté. Donc, le minimum, si vous voulez, c'est ça. Maintenant, 45 minutes de marche modérée, une fois le matin, une fois l'après-midi, c'est pas non plus... c'est pas énorme. Après... C'est pas pour la marche, c'est pour le temps. Voilà, mais... 2 heures de son temps à marcher. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, vous pouvez le moduler... Voilà. Mais... Maintenant, vous pouvez le moduler autrement. Vous pouvez, si vous avez des escaliers chez vous, monter à pied, par exemple. Voilà, vous pouvez le moduler de manière différente, mais ça ne sera pas les mêmes filières énergétiques et ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, je vais vous répondre avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ne prenez pas ça. Là, je parle à votre cerveau reptilien. Je vous garantis que 2 fois 45 minutes par jour, pour le prix de votre fonctionnement autre que votre cerveau, c'est pas cher payé. C'est pas une question, Ouais. Non, mais... c'est que je dis que pas tout le monde a 2 heures de son temps. On devrait prendre 2 heures. Parce que... Oui, mais j'entends bien. Mais j'ai plein de gens qui me posent cette question, et des fois, quand j'ai le temps, je leur fais faire leur emploi du temps. D'accord ? Voilà. Et moi, les 2 heures, je leur trouve. Hein. Non, voilà, entre autres. Voilà, parce que le soir, ils sont 1h30 devant la télé, ça n'a aucun apport. Hein. 1h30 de télé par jour, ça n'a aucun apport. Par contre, vous allez marcher 1h30 par jour, ça a un apport. Rien que ça. Alors, souvent, les gens, quand ils sont bien ancrés dans leur truc, ils me disent «
Ah ben moi j'ai besoin de regarder la télé 1h30 par jour, ça me détend. Mais croyez-moi, vous détendez plus à aller marcher tranquille, même s'il fait nuit, dehors, que de regarder la télé. Et d'autant plus que si vous allez marcher, ne serait-ce que 45 minutes après manger le soir, si vous savez le bienfait que ça va faire à votre corps, ça va vous permettre de digérer de manière agréable. Vous allez faire moins de gras dans le lit. Si vous avez mangé un petit peu ne serait-ce que du pain, des choses comme ça, vous allez marcher 45 minutes après manger, eh bien, les hanches de certains s'en porteront beaucoup mieux. Hein. Il n'y a que des avantages, hein. Ça je vous garantis. Hein. Voilà. Donc, quand je fais le listing des emplois du temps des gens, moi je le retrouve. Hein. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je leur donne une information. Après, voilà. Mais dans les consultations hospitalières de maladies métaboliques, il y a rempli de foisons de gens qui ont dit ah ben 1h30 télé c'est mieux. Et c'est bizarre. Après, quand ils sont malades, maintenant je vais marcher. Alors allez marcher avant. Hein, vous aurez toujours le temps de regarder, de faire autre chose. Hein. Vous économiserez des queues d'heures chez le médecin. Hein.